Voilà, nous nous retrouvons donc pour aborder la partie causerie de cette émission, la causerie matinale. Nos invités sont déjà là. Abdelkader Achirou, bonjour. Vous êtes journaliste à Esaïe TV. Merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. Très bien. Et avec vous, nous avons Abel Dako, enseignant et écrivain. Abdel Dako, bonjour. Bonjour Théodule Roussa. Bonjour, vous êtes également journaliste, enseignant, écrivain et journaliste, les trois à la fois. Exact. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi plutôt qui suis content de vous retrouver ce matin. Très bien. Alors, nous avons deux sujets tout de suite. La première, vous le savez, le chef de l'État, le président Patrice Talon a rencontré donc les représentants, les partis politiques hier à la Marina. C'était donc pour les écouter, recueillir leur avis par rapport à la situation, par rapport à cette nouvelle loi explicative, complétive qui a été votée par l'Assemblée nationale. Abdel Dako, voilà, comment interprétez-vous d'abord? Qu'est-ce qui a motivé, selon vous, cette rencontre du chef de l'État? Merci Théodule pour cette thématique de ce matin. Il s'avère nécessaire d'éclairer l'opinion publique par rapport à cette rencontre. Mais en attendant, c'est qu'en amont, il faut rappeler que à partir du moment où l'Assemblée nationale a revu donc la loi portant le code électoral en République du Bénin, il s'avère nécessaire donc que le chef de l'État rencontre les différents partis régulièrement reconnus au Bénin pour leur expliquer la situation. C'est donc dans cette démarche que le chef de l'État a rencontré ses responsables de partis politiques hier, donc pour leur expliquer d'abord ce qui s'est passé pour que la loi soit revue et complétée. Deux, il faut pour recueillir leur avis. Lorsqu'on parle donc de ces deux points, on remarque assez aisément que le chef de l'État reste dans sa dynamique inclusive par rapport à ces différents partis politiques en République du Bénin. Un. Deuxièmement, c'est de maintenir et surtout de sauvegarder la paix dans un pays comme le nôtre où les réformes sont véritablement en cours pour qu'au finish, nul ne se sente exclu par rapport à tel ou tel aspect. Et vous l'avez vu lorsqu'on considère l'aspect de la rencontre d'hier, qu'il faut le rappeler, n'a même pas duré une demi-heure. Mais les choses sont allées très vite parce que ceux qui étaient les interlocuteurs directs du chef de l'État avaient compris l'enjeu, tout comme le chef de l'État lui-même, en les invitant donc, savait quel est l'objectif visé à travers cette rencontre. Tout à fait. Très bien. Alors, Abdelkader Achirou, en amont, il y a eu un motif par rapport d'abord à cette rencontre. Il y a eu la plénière de l'Assemblée nationale, mais avant, il y avait des blocages. C'est ça qui a suscité d'abord cette modification au niveau de l'Assemblée nationale. Vous savez, pour être dans les pas de mon cher et bien-aimé aîné qui disait tout à l'heure que le chef était dans une démarche assez responsable, je dirais même prise de magnanimité et d'inclusivité, il faut noter que cette rencontre de concertation qui a eu lieu hier au Palais de la Marina s'inscrit dans une dynamique de faire dissiper toutes les inquiétudes qui pourraient subsister lorsque la Cour constitutionnelle allait approuver la constitutionnalité de cette loi à la Constitution et que le chef de l'État allait promulguer la dite loi. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est lorsqu'il n'y a pas de dialogue, lorsqu'il n'y a pas d'échange, que les uns et les autres dans leur position restent là pour dire « Ah non, ils l'ont fait en catimini, on n'a pas été associés et autres ». Et donc, ils ont été reçus pour être écoutés, pour savoir est-ce qu'ils comprennent l'enjeu de ce qui a été fait, ce qui a été d'ailleurs partagé par tous. Alors, l'enjeu, c'était lequel? C'est qu'on constate que vous prenez une commune, par exemple, où, je donne un exemple terre à terre. Vous prenez une commune où le BR et l'UP font 13 conseillers. Et les FCBE à eux seuls font 12 conseillers. Vous voyez qu'il y a parfois un seul conseiller au niveau de l'UP ou peut-être du BR qui dit non, je bascule du côté des FCBE. Ça me donne 13 au niveau des FCBE. Et donc, tout de suite, la majorité vient au niveau des FCBE. Vous me donnez la mairie, moi je vous laisse tous les autres postes restants. Et donc, il y avait des accords incestueux qui étaient faits au détriment du parti qui a positionné le candidat sur sa liste de candidature. Et donc, il n'y avait plus de respect de normes, ce qui fragilisait un peu le système partisan et qui déstabilisait plus ou moins l'hégémonie et l'emprise des partis politiques qui était l'essence, dont l'essence en ce qui concerne la loi sur le système partisan, c'est de rendre beaucoup plus les partis politiques plus forts, de permettre aux partis politiques de gérer la chose publique. Et donc, avec cette manie qui se développait de part et d'autre, il fallait
urgemment prendre une législation pour empêcher la saignée. Parce qu'on a constaté que c'est l'individu ou bien c'est le conseiller qui est beaucoup plus fort. Alors, il y avait un problème, c'est que les conseillers sentaient ne plus être redevables à l'égard de leur formation politique des formations politiques qu'ils les ont positionnées. Il y avait aussi ce sentiment de vouloir jouir d'une certaine autonomie et indépendance pour des intérêts purement personnels et non au profit du parti politique. Sinon, comment comprendre qu'un conseiller qui a battu campagne sur une liste de la mouvance présidentielle, comment comprendre qu'un conseiller qui est parti aux élections sur une liste de la mouvance présidentielle et que les partis politiques lui ont accordé des voix, les populations plutôt, lui ont accordé des voix au profit de la mouvance présidentielle, et que ce conseiller, du jour au lendemain, parce qu'il y a des alliances qui sont possibles, parce qu'on peut se retrouver pour voter, dit non, je bascule du côté des FCBE pour peut-être d'un autre camp, je ne veux pas créer de polémiques, mais bascule d'un autre camp pour déstabiliser maintenant tout un appareil qui a bien mérité cette victoire. Et cela se faisait constater même bien avant ça, où des partis politiques, je ne vais pas citer les noms ici, arrivaient à avoir la majorité dans certains conseils communaux, mais parce que on arrive à s'acoquiner les uns les autres, on arrive à s'entendre, où on partage le butin. Vous voyez après que le parti politique qui a été majoritaire, que les populations ont donné crédit pour aller gérer la commune, n'arrive plus à gérer la commune. Parfois même, vous voyez même des partis politiques qui sont élus conseillers, mais qui ne sont même pas présents au sein du conseil communal, qui ne vont même pas au conseil communal. C'est pour parier à tout cela que cette disposition a été prise. Ce sera également une expérimentation pour les uns et les autres. Nous allons l'expérimenter. Si en cours, il y a encore un problème, on va la parfaire. Il n'y a pas de loi qu'on fait pour qu'elle soit immuable, intouchable et qu'elle reste comme ça pour tout le temps. Non. Je crois qu'il peut y avoir par moment des apports, de petites modifications. Cela permet de pouvoir conforter davantage l'application de la loi pour que les gens qui sont touchés par cette loi se sentent beaucoup plus aisés et se sentent beaucoup plus confortables. Alors, Abdel Dako, il y avait ce besoin d'aller à cette modification au regard des blocages qu'on avait constatés, tout le monde, conseillers politiques, conseillers communaux élus, partis politiques, parce que c'est là ce sont là les grands ensembles. Il y avait cette nécessité d'aller revoir les tests pour que la situation puisse évoluer. Vous savez, j'aime bien la démonstration de mon cher ami Kader. Il faut ajouter que tout est parti du fait que nous ne devrions pas, tel que les choses ont évolué après 2016, nous ne devrions plus nous retrouver dans un schéma pareil à ce que après, donc 2 semaines après les élections communales et municipales, on ne devrait plus se retrouver à patiner, à piétiner parce que il y a tel blocage ou tel autre. Si on s'en tient à la vision du chef de l'État qui déjà en un prophète avait vu ce qui allait se passer à travers donc la réforme du système partisan. Qu'il vous souvienne, et c'est sur ce plateau et dans ce même studio que nous avions débattu de cette affaire-là, en disant donc et vous savez, au Bénin, nous avions pratiquement 300 partis politiques. Nous avions 300 partis politiques. Oui. Et quand le chef de l'État, quand il est revenu au pouvoir, il a dit non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et nous-mêmes, nous étions d'accord avec ce fait parce que, qu'il vous souvienne, paix à son âme, Jacques Chirac le disait, je le cite donc, l'Afrique n'a pas de parti politique, il n'a que des clubs électoraux. Parce que, fin de citation, vous le savez très bien, avant cette réforme partisane, c'est qu'au Bénin, chaque famille, pratiquement, chaque individu avait son parti politique dans sa poche, avec son cachet, etc. C'était de cette façon-là que ça fonctionnait. Et donc, désormais, où tout est cadré, en réalité, au lendemain de ces élections, on ne devrait plus assister à de pareilles situations où, jusqu'à l'heure où vous et moi, nous sommes en train de débattre de cette thématique, il y a certains maires qui n'ont pas encore été installés. Oui. Parce que le système est bloqué. Mais d'une quinzaine, parce que le système est bloqué. Donc, mais à partir de la semaine prochaine, au plus grand tard, parce que après la rencontre d'hier, aujourd'hui, selon les indiscrétions et des sources très proches de la présidence, c'est que si le nouveau code n'a pas encore atterri sur le bureau du président de la Cour constitutionnelle, c'est que ça doit être en chemin en ce moment pour atterrir sur le bureau donc du président de la Cour constitutionnelle pour la constitutionnalité de cette loi-là revue, corrigée. Et après ça va être la promulgation par le chef de l'État d'ici ou demain ou déjà en début de la semaine prochaine pour
pour que ces conseillers-là savent à quoi s'en tenir pour faire évoluer rapidement les choses, parce que le chef de l'État est dans une vision. Il faut permettre aux communes d'avoir donc de nouveaux maires, donc des gens qui s'inscrivent dans cette même dynamique que le gouvernement en place pour pouvoir accompagner le gouvernement à la base. Attention, parce que ce dont nous parlons, c'est de la décentralisation que nous parlons. C'est donc des pouvoirs à la base pour permettre à des citoyens donc de gérer la cité à la base déjà, pour pouvoir accompagner le gouvernement en place pour que les choses puissent véritablement décoller à la base. Pour très bien. Et donc, merci à vous, Abdel Dako. Et donc, Abdelkader, ce besoin était là, je disais tantôt, les partis politiques ont besoin d'apporter cette clarification, d'apporter ces corrections pour que les choses puissent évoluer. Abdel Dako l'a dit, plus d'une quinzaine de communes sont aujourd'hui bloquées, ils n'ont pas d'exécutifs communaux, ce qui ne devrait pas être le cas. Ce qui ne devait pas être le cas, et il faut aussi voir un peu loin dans cette réforme qui a été opérée. Vous savez, l'une des promesses électorales du président Patrice Talon, c'était de réduire le pouvoir de l'argent politique afin de permettre le choix libre des candidats, des personnes qui seront mandatées pour représenter soit les populations ou pour gérer la chose publique. Et donc, vous constatez que avec cette démarche-là, où c'est le parti politique, à travers son organisation, qui désigne le maire, le premier adjoint au maire, le deuxième et peut-être le troisième en fonction de la commune, les chefs d'arrondissement. Et donc, vous n'assisterez plus à quoi, comme on le constatait par le passé, à des pratiques parfois illégales qui sont décriées de part et d'autre, où celui qui est candidat pour la mairie reçoit les conseillers, leur fait quelques enveloppes pour leur permettre d'être beaucoup plus en faveur de sa personne. C'est-à-dire, on essayait de faire ce qu'on appelle clairement de l'achat de conscience. Même s'ils étaient des conseillers du même camp, vous voyez que le matin, là, on se rend au conseil communal lors du vote. Il y a des enveloppes qui se glissent discrètement, sans que personne le remarque, parce qu'on veut rassurer les uns et les autres pour dire, ma candidature, c'est votre candidature, et donc il faut faire ceci, cela. Et donc, ça a amené certains à faire des votes biaisés, à faire des votes qui n'étaient pas en phase, peut-être avec les aspirations profondes, et même peut-être les aspirations profondes des populations, des votes qui n'étaient pas en phase avec leurs convictions personnelles. Désormais, il y a la discipline du groupe, le parti politique a tranché, c'est pour l'intérêt du parti politique, et donc il faut que cela se fasse. Si le parti politique commet une erreur... Vous dites, Abdelkader, qu'actuellement, s'il y a de ces blocages, peut-être l'argent a circulé ou n'a-t-il plus circulé? Je vais donner le cas d'une commune, bon, je ne vais pas citer la commune, mais il y a une commune dont je donne l'exemple, dont j'ai vérifié, où le conseiller en question, il y a un conseiller qui est élu, le parti politique a son candidat, et le conseiller se dit, moi j'ai envie qu'on m'appelle honorable maire, qu'on m'appelle monsieur le maire, et donc je pense que vous les autres conseillers là, vous n'êtes pas en mesure de trouver peut-être 5 millions, donc moi je vous offre 5 millions chacun si vous arrivez à voter pour moi. Ah oui, il y a eu ces cas. Dans le cas d'espèce pour ces élections là, ça embrouille. C'est vrai que ça a été décidé, ça a été concordé de façon comme j'allais dire, même dans un couvent si je peux le dire, mais ça existe, et donc les gens agissent totalement en désaccord avec la ligne de leur parti politique, alors que la réforme du système partisan, l'essence de cette réforme, c'est de permettre aux partis politiques d'être beaucoup plus forts, d'avoir une gestion avec beaucoup plus d'homogénéité, et de permettre à ces partis politiques de pouvoir regarder, contrôler la gestion de leurs différents élus. Parce que n'oubliez pas que s'il y a un parti politique qui envoie à la tête d'un conseil communal un maire qui n'est pas dynamique et qui n'est pas travailleur, ce parti politique sera purement sanctionné lors des prochaines élections, que ce soit législatives, communales ou autres, parce que les populations auront compris que ce parti politique est là pour des intérêts personnels, égoïstes et non pour le bien commun. Et donc, n'oubliez pas que à la fin maintenant des différents conseils communaux, on aura des débats beaucoup plus profonds, des débats beaucoup plus concrets. Il ne s'agira plus des guerres de personnes, mais des débats sur le bilan de ce qui a été fait par tel maire. Vous avez vu qu'on a fini la mandature passée des conseils communaux, mais vous avez vu que les débats ne se sont pas beaucoup plus accentués sur le bilan des différents
maires qui ont achevé le mandat. Alors que c'est sur cette base-là qu'on devait évaluer pour redonner confiance à des maires s'ils le méritent et peut-être la retirer à d'autres s'ils ne la méritent pas. Mais on a constaté que pendant longtemps, et même pour ce qui est même des élections présidentielles, on focalise le débat sur les questions de personnes. Ah non, ils ne s'entendent pas avec tel, donc on penche, on fait des votes fondés sur des émotions. Et donc cette réforme-là aujourd'hui est en train d'assainir le paysage pour que désormais, au soir de certains mandats, on fasse beaucoup plus de débats sur le bilan et qu'il n'y ait plus beaucoup plus de pouvoir de l'argent qui vise à biaiser le choix de certains, qui vise à amener les gens à faire des votes sans en prendre en compte les perspectives d'avenir et se dire, ah tu vois, il est venu aujourd'hui dans le village avec du riz, et donc on ne pense plus à voir qu'est-ce qu'il a pu faire, qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire. Donc je crois pour ma part que ce qui a été fait permettra aux uns et aux autres de pouvoir. C'est vrai qu'on ne le sentira pas véritablement maintenant, parce que ça, pour certains, c'est comme si ça capitule, alors que non. Il n'y a que la main qui agit, le président de la République l'a dit, qui agit, qui ne commet pas d'erreur. Ça peut être une erreur, je ne le dis pas, mais si c'est une erreur qui a été rectifiée, c'est bien que ce soit rectifié pour le bien commun. Encore que, il faut noter que cette réforme qui a été opérée, c'est beaucoup plus pour l'intérêt des partis politiques de l'opposition. Donc, lorsque vous prenez le cas de Parakou, par exemple, où on présentait déjà qui sera maire, et que cette même formation politique, oui. il y a d'autres personnes qui nourrissent des ambitions de vouloir être maire. Et donc, ça crée un certain bicéphalisme au sein des partis politiques et également des conseils communaux. Et ça entache la cohésion au sein des partis politiques. Très et bien. ça embrouille les militants, ce qui peut amener parfois des militants à ne plus se retrouver dans, la ligne de conduite de leur parti politique pour se dire, mais ils s'entendent pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il ne peut pas s'entendre très rapidement, alors que oui, il y a tout ça. Je voudrais ajouter quelque chose à la démonstration de Kader. Kader disait que c'est au soir du mandat que ces mandats vont être évalués. Non, avec la réforme, attention, il faut le dire, il faut le préciser, il faut que ce soit clair pour la postérité. C'est que je l'ai dit que même ces maires qui ont été élus depuis la dernière fois, ils ont déjà fait un mandat assez long pour que leur mandat soit remis en cause. Suivez-moi du regard, c'est que 72 heures suffisent déjà assez amplement pour que... C'est une façon de parler, mais ça a tout son sens parce que même les populations, c'est que cette réforme donne plein pouvoir aux populations, donc de rappeler à l'ordre un élu local pour lui dire attention, disons que la gestion que tu fais de la cité ne nous convient pas, et à partir de ce moment, ils peuvent rappeler on l'a remarqué aussi par endroit au cours du mandat qui s'achève, où des maires ont failli être destitués. Il y en a qui ont été destitués, etc. Il y en a qui ont été ramenés à l'ordre du fait de leur malgestion. De leur malgestion. Oui. Mais également, il faut ajouter que vous l'aurez remarqué, il y en a qui ont pu se faire élire encore, mais cette fois-ci, c'est qu'ils n'auront pas la chance d'être maire. Vous l'avez remarqué, je ne voudrais pas stigmatiser un certain nombre de villes et même d'autorités, anciennes autorités communales ici, sur ce plateau, mais vous l'avez remarqué, ils ont pu être élus conseillers, mais ils ne sont plus à la tête de leur mairie respective. Et il y a d'autres qui sont en cours, et ça leur échappe carrément, donc de devenir maire. Très bien. Alors, l'autre question que je m'en vais vous poser, Abdelkader, avant de renvoyer la balle, ou je renvoie la balle à Abel Dako. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde nous avons vu ce qui s'est passé hier, apprécié la démarche du chef de l'État, une démarche inclusive, participative, et donc il leur a donné la possibilité, la chance de s'exprimer, de réagir par rapport au code électoral, parce qu'il y a de ces partis politiques qui avaient peut-être des grincements par rapport à ce code, par rapport à ses limites. Il y avait ce problème. Donc, l'occasion leur a été donnée hier d'aborder d'autres problèmes. D'abord, le problème récurrent qui est là, et puis d'autres aspects de la loi qui est corrective. Tout à fait. C'est en cela que je dis que le chef de l'État a fait preuve d'un sens d'ouverture d'esprit. Il fait preuve de sens d'ouverture d'esprit parce que, vous le savez, on dit que la démocratie, c'est la dictature des lois. La démocratie, c'est la dictature des lois. Donc, il pouvait faire passer en force, faire suivre normalement le cheminement que cette réforme-là, la correction a subi, mais il a voulu les rencontrer pour leur permettre quand même de s'exprimer. Et vous l'avez vu, ce que l'on conçoit s'énonce clairement et les mots pour le dire, ils viennent assez aisément, Boileau. Et c'est ce à quoi nous avons assisté hier. Il y en a qui ont exprimé leurs inquiétudes par rapport, donc, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, par rapport
déjà cette loi-là, et également, ils ont exprimé leurs inquiétudes par rapport à ce que cette réforme-là, enfin cette correction-là pourrait être et quelles pourraient être ses implications. Mais au-delà de tout cela, c'est qu'il faut comprendre que le chef de l'État leur a fait comprendre clairement qu'il y a encore une possibilité donc de remettre en cause si il va y renvoyer le test à l'Assemblée pour une correction à nouveau qu'il est preneur. Mais vous l'avez vu à l'unanimité, ceux qui étaient là hier, malgré les inquiétudes des uns et des autres et l'appréciation également des uns et des autres, c'est qu'ils sont parvenus quand même à s'entendre sur le fait que, attention, la correction s'avère nécessaire et donc qu'à partir de ce moment, le chef de l'État a bien fait et que l'Assemblée nationale en amont a très bien fait donc de revoir ce qu'il y a. Vous savez, il y a quelque chose, c'est persévérer dans l'erreur qui est diabolique, mais lorsque vous comprenez qu'il y a erreur que vous remettez en cause, il n'y a aucun souci, ça permet donc d'évoluer et c'est ce à quoi nous assistons désormais lorsque cette loi-là, Kader l'a dit tout à l'heure, si en cours de chemin on se rend compte que cette loi-là, enfin, cette correction-là n'arrange pas toujours, on peut toujours recorriger parce qu'il n'y a que ceux qui ne prennent pas de risques, qui ne font jamais d'erreur. Et à partir du moment où c'est des tests qui vont être appliqués à des hommes, je le dis toujours, il n'y a que le terrain qui commande. Parce qu'il y a quelque chose qu'on dit en droit, il y a la loi, mais également il y a l'esprit de la loi. Mais à partir du moment où on applique l'esprit de la loi, convenez avec moi qu'il y a des interprétations ça et là. À partir de ce moment, on peut laisser de côté l'esprit de la loi et revoir carrément la loi pour donner satisfaction aux uns et aussi bien qu'aux autres. Et tout le monde doit participer donc à l'élaboration des tests, à la construction du pays. Le chef de l'État est resté dans cette démarche inclusive, dans cette démarche participative. Écoutez les partis politiques qui sont reconnus et qui ont envie de participer par rapport à ce qui est fait par l'Assemblée et par rapport à l'ensemble donc de cette loi, de ce code électoral modifié et complétif. Kader, est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que le chef de l'État est effectivement constant dans la gestion du pouvoir d'État, dans la gestion des affaires politiques comme il a voulu par rapport aux réformes? Affirmatif, nous allons dire affirmatif, nous répondons affirmatif que le président Patrice Talon est bel et bien constant dans sa dynamique de pouvoir faire des réformes politiques et institutionnelles de façon participative et inclusive. Et cela témoigne également de sa séance de concertation. Sans occulter bon nombre qui ont eu lieu par le passé pour échanger avec les responsables des partis politiques pour leur faire comprendre un peu la vision qui est la sienne et également lever un coin de voile sur ce qui paraît opaque. Mais hier, la démarche d'hier est un peu atypique. C'est une démarche qui vise à dire voilà, l'Assemblée nationale a effectué quelque chose avant que je la promulgue et avant que la Cour constitutionnelle ne soit saisie pour le contrôle de constitutionnalité. Il est important qu'on s'asseye tous en tant qu'acteurs politiques, parce que n'oubliez pas que le président de la République, au-delà du manteau de père de la nation et du chef de l'État, chef du gouvernement qu'il porte, il a également un manteau de chef de la majorité présidentielle. Et donc, il a voulu s'asseoir avec les acteurs politiques pour échanger avec eux, pour comprendre s'ils partagent entièrement ce qui a été fait, l'intérêt de ce qui a été fait, parce que n'oubliez pas que toute législation est faite pour changer une donne, mettre fin à une pratique malsaine, obscène et permettre que les choses se fassent de façon plus commode et convenable. Et donc, c'est la question qui leur a été posée et je crois que les 9 partis politiques qui étaient présents, à savoir le Bloc républicain, l'Union progressiste, Force Cori pour un Bénin émergent, Force Cori pour le développement du Bénin, Parti pour l'engagement et la relève, Mouvement populaire de libération, nous avons également l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, sans oublier également un dernier parti politique dont le nom m'échappe, mais les 9 étaient présents. On leur a demandé est-ce qu'ils étaient d'accord, ils ont accordé leur violon, donc je crois qu'il n'y aura pas véritablement de péril à la demeure en ce qui concerne cette législation qui sera contrôlée par la Cour constitutionnelle dans la journée d'aujourd'hui et le chef de l'État à son niveau, dès que la Cour constitutionnelle déclarera conforme ou peut-être émettra des observations où il faille recorriger cette loi ou peut-être revoir certaines choses, parce que la Cour constitutionnelle en a cette prérogative
administrative. La Cour constitutionnelle, elle est entièrement libre et autonome, donc elle est en mesure d'opiner en toute liberté et en toute indépendance politique sur cette législation. Et donc la Cour constitutionnelle décidera. C'est sûr que peut-être elle demandera à l'Assemblée nationale peut-être de faire des choses, ou peut-être elle approuvera directement ce qui a été fait par rapport à la Constitution. Et là, le chef de l'État va promulguer pour permettre au préfet de pouvoir se rendre pour aller donner lecture des candidats, parce que là, il ne s'agira plus véritablement d'une élection, mais on va donner lecture au conseil communal de qui est le maire désigné par le parti politique majoritaire, qui est le premier adjoint désigné par le parti politique majoritaire, parce que au regard de cette loi, parce que il y a un fait qui est véritablement pertinent qu'il faut faire observer. Quand je prends par exemple, je vais peut-être pas évoquer une ville parce que pour ne pas fâcher les gens, mais quand je parle le cas, vous avez suivi mon regard, le cas d'une ville assez importante du Bénin, vous voyez que les populations ont voté massivement pour un parti politique parce qu'elles ont appris que tel est venu pour être maire et tel a des visions de développeur, tel a un background assez impressionnant. Et donc, le parti politique a connu beaucoup plus un accroissement en ce qui concerne ces voix au cours de ces élections-là. N'oubliez pas que sur la même liste, il y a eu des candidats à ces mêmes élections communales qui ont joui du financement, pour les campagnes électorales de ce même candidat-là qui était pressenti pour être maire. Et qu'on constate avec beaucoup plus de désolation que les mêmes candidats qui ont pris de l'argent chez l'autre pour pour faire campagne, pour être aussi installé comme conseiller communaux, décident désormais de tourner dos à celui-là pour dire que non, nous ne voulons pas. Je crois que ça fait parfois preuve d'incohérence, ça pose des problèmes, ça pose des problèmes de bienséance parce que et des disciplines également, comme vous le dites. Et donc il faut forcément qu'on puisse encadrer tout cela, qu'on puisse permettre aux uns aux autres d'être beaucoup plus responsables, parce que c'est pas normal que des personnes responsables puissent agir comme ça, des pères de famille puissent agir comme ça. Donc il était normal qu'il y ait une législation qui puisse permettre quand même de pouvoir revoir les choses. Si vous permettez, je vais dire. Et donc la semaine prochaine, les regards sont tournés donc vers ce qui va se passer, l'installation des conseils des exécutifs communaux. Ça va aller à la vitesse de la lumière à partir du moment où pour la plupart ce n'est pas dans les mêmes communes, ça va aller à la vitesse de la lumière, donc parce que les préfets n'auront qu'à donner lecture et puis il va prendre acte et rendre compte à l'autorité, donc ça va aller très vite. Je pense que les 72 heures, les premières 72 heures de la semaine prochaine nous édifieront davantage par rapport à cette affaire-là qui va être bouclée définitivement, pour que les communes puissent reprendre vie véritablement, parce que tous les regards sont tournés en ce moment vers ces communes, comment est-ce que ça va se passer, etc. Et vous avez vu déjà que dans certaines communes, lorsque le préfet fait son entrée, c'est que les populations s'attroupent au dehors pour que la fumée blanche sorte et puis ça va. Et quelque part, on a observé des troubles. Donc, comme je l'ai toujours dit, en bon maestro, le patron a pris ses responsabilités face à cette situation pour permettre aux uns et aux autres d'aller et de revenir dans la quiétude et dans la paix. C'est très important. Et pour moi, c'est cet aspect-là qui me paraît le plus important, parce que lorsque on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça finit, pour tel ou tel intérêt, ça peut basculer et très rapidement. Donc, le chef fait bien de prendre ses responsabilités en rappelant les uns et les autres à l'ordre par rapport à cette situation. Très bien. Merci à vous, chers invités. J'allais juste compléter qu'il faut noter que le président Patrice Talon est resté totalement en retrait pour ce qui est de l'installation des conseils communaux. Je crois que c'est une première et c'est une position qu'il faut vraiment saluer, parce qu'autrefois, on voyait des présidents de la République s'impliquer dans les campagnes pour les élections communales ou même législatives. On voyait des chefs d'État s'impliquer dans la désignation des maires et d'autres choses. Mais vous avez vu qu'il a même des gens qui sont très proches de lui qui ont vu leur mairie être arrachée, et on n'est pas allé à l'Assemblée nationale pour prendre des législations pour conforter et permettre à cette dernière de revenir aux commandes, mais plutôt des législations qui vont à l'encontre de ces partisans-là. Il faut le préciser pour ceux qui pensent que parfois les choses sont faites pour les intérêts personnels ou peut-être du chef de l'État et de son entourage. Il faut noter qu'il y a de ces très proches-là qui ont perdu le contrôle de certaines municipalités avec les grandes réformes qu'ils ont opérées, et on n'a pas opéré des réformes pour les réconforter, mais peut-être réconforter le camp adverse qui est encore un camp de l'opposition. Voilà. Très bien. Merci à vous, chers
invités. C'était donc votre analyse par rapport à la rencontre que le chef de l'État, le président Patrice Talon, a eue hier, mercredi 3 juin, avec les partis politiques par rapport à cette loi, nouvelle loi, la loi explicative corrective opérée à l'Assemblée nationale par rapport au code électoral. Nous allons tout de suite aborder le second sujet dans la perspective et le souci donc d'assurer une meilleure satisfaction de la consommation intérieure en produits pétroliers et contribuer aussi à ravitailler les pays de la sous-région. Le gouvernement a fait l'option d'une prochaine construction d'une raffinerie de pétrole dans un cadre partenariat public et privé. Eh bien, cette décision a été prise hier en Conseil des ministres. Abdelkader, voilà, désormais, la projection est faite. Le Bénin ambitionne d'avoir une raffinerie en pétrole. Fini donc les problèmes de manque de pétrole dans les citernes, dans les stations. Je veux pas aller beaucoup plus dans le fond, mais je veux d'abord saluer la démarche, l'initiative, qui est véritablement une initiative véritablement ambitieuse et qui est porteuse d'avenir et d'espérance, je peux le dire, parce que nous voyons un gouvernement qui veut véritablement mettre le Bénin au rang des grandes nations et permettre au Bénin aussi d'être dans les débats où se font, d'être assis aux tables où se font les débats de grands enjeux, parce que quand on parle de raffinerie, quand on parle de pétrole, ça veut dire que le pays commence par vouloir avoir une plus-value sur ce qui est de son économie, et donc cela va lubrifier davantage le système économique du pays. On ne peut que saluer cette réforme, prier pour que cette réforme aboutisse pour le bonheur des populations, parce que n'oubliez pas que dès que cette raffinerie sera fonctionnelle, il y aura des Béninois qui seront engagés pour le fonctionnement et pour l'entreprise en question, et donc cela est une plus-value véritablement pour l'économie béninoise. Maintenant, en ce qui concerne les questions d'approvisionnement et autres problèmes que cela va résoudre, je crois qu'il n'y a pas besoin de tergiverser dessus, il n'y a pas besoin de perdre du temps dessus, parce que cela est assez perceptible, cela est assez visible, parce qu'on connaît que dès qu'il y a une telle installation d'une telle envergure sur un territoire national, ça donne forcément lieu à tel et tel autre, et comme vous l'avez dit si bien dans votre introduction, pour permettre le ravitaillement d'autres pays de la sous-région. Je crois que c'est très très important, c'est-à-dire en dehors des problèmes qui sont réglés sur le plan national, ça permettra également que le Bénin puisse faire de l'exportation. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, ça permettra au pays de pouvoir souffler davantage en dehors du port de Cotonou, en dehors du coton également. Nous avons désormais une autre filière, sans occulter également le pipeline Bénin-Niger aussi, qui va apporter beaucoup plus aux populations. Je crois que nous tendons progressivement vers le bilan quinquennal du président Patrice Talon, et je crois que ce bilan, il y aura véritablement des choses à dire, et même qu'en 90 minutes on ne pourra pas dire, parce que nous avons des choses révolutionnaires, nous avons des initiatives qui sont véritablement audacieuses et véritablement courageuses, qui sont concrétisées, non pas pour le bonheur personnel des gens, mais pour le bonheur des populations, pour l'image du pays. Si vous avez la chance d'échanger avec des professionnels des médias d'autres pays de la sous-région qui vivent de la sous-région africaine, parce que ceux de l'Europe, vous savez, ils sont dans leur lexique à eux, ceux de la sous-région africaine qui vivent avec des présidents africains, qui voient comment il y a une certaine inertie mentale au niveau de la productivité des initiatives de développement, et que ici il y a à chaque fois des initiatives qui sont prises, inédites, originales, pour permettre au pays de pouvoir être à tel niveau. Je crois que c'est bien, c'est une chose très bonne. On ne dira pas que parce que nous avons ça que nous ne pouvons pas aller à tel endroit. C'est quand même osé, et je crois que le carnet d'adresse hier, ceux qui entourent le chef de l'État sont assez compétents pour pouvoir permettre que cela se concrétise. Je crois qu'au 6 avril 2021, 6 avril 2021, nous allons faire un bilan assez élogieux. Absolument. Et je crois que les populations risquent d'en perdre peu de temps qu'émander le retour forcé du président Patrice Talon, parce qu'on voit l'ambition se dit, si ce régime-là reste là pendant 10 ans, déjà, regardez, en 4 ans déjà, il y a telle initiative, en 10 ans, je crois que le Bénin véritablement atteindra le concept de très grande nation.
Au regard, et Abdel, d'accord, au regard de tout ce qui a été fait, des études qui ont été faites par rapport à ce que nous avons comme ressources minières, il y a suffisamment du pétrole. D'autres études l'ont révélé. Maintenant, reste l'extraction, l'exploitation et la raffinerie. Et puis, aujourd'hui, le gouvernement a pris cette option, l'étude d'abord de la faisabilité. C'est une très bonne marche. Le besoin est donc pressant et là. Et donc, le besoin est là, nous allons dire, le pays en a besoin. C'est un besoin qui existe, c'est un besoin existentiel depuis lors, parce que, qu'ils vous souviennent que ces études auxquelles vous faites allusion, c'est des études de confirmation, parce que déjà, il y a des études prospectives qui ont été réalisées où on a découvert un gisement à Sémin, dans la vallée de Louémé, etc. etc. Et donc, cette nouvelle étude viendra confirmer tout ça et surtout voir l'aspect d'exploitabilité donc de ce qui existe déjà et quelles vont être les implications sur le plan national, sur le plan de la santé, etc., etc. Vous savez que c'est un tout, c'est un ensemble quand on parle d'exploitation pétrolière, etc., etc. Donc c'est ce à quoi ces études vont s'atteler dans l'ensemble pour la faisabilité. Pour moi, ce n'est pas une surprise, connaissant le chef de l'État, connaissant sa vision de développement pour le Bénin, sa vision de mettre véritablement le Bénin sur les rails, de pouvoir hisser le Bénin au rang des grandes nations, ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas surprenant. Et la deuxième chose, c'est que pour moi, j'ai la ferme conviction que c'est un projet qui va se réaliser, qui va se concrétiser avant la fin avant qu'on arrive au soir donc du 6 avril 2021, comme le rappelait Kader tout à l'heure. Et donc, c'est un soulagement, il faut le dire, parce que ce qui intéresse, et Kader revenu là-dessus, c'est que le Bénin non seulement pourra avoir cette hégémonie-là, donc de pouvoir exploiter les ressources du sous-sol et de son sous-sol, et ensuite c'est que ça va désengorger d'autres pays de la sous-région. C'est très important. Vous savez, pour moi, ce n'est pas un événement nouveau, comme je le disais, parce que le Bénin a fini avec cette affaire, donc nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas de gasoil, il faut rêver, il faut veiller donc dans les stations sous la COP, enfin dans les stations pour pouvoir avoir de carburant comme on l'avait fait autrefois. Mais aujourd'hui, vous convenez avec moi que lorsque vous arrivez dans une ville, c'est que vous pouvez vous approvisionner à plein temps dans des stations-service. C'est très important. Et on n'a pas connu de pénurie depuis lors. Et à partir de ce moment, donc, il y a eu de fortes crises. Tout à fait. Autour de nous, nous n'avions pas senti cette affaire-là. Et donc, pour moi, c'est que cette installation-là, cette construction-là viendra renforcer davantage la place que le Bénin est en train de se faire au sein des grandes nations, parce que quand on parle forcément de pétrole, ça renvoie, et ses dérivés, ça renvoie à ce développement là, à ce que le pays puisse dire au regard donc de tous les autres pays que attention, nous-mêmes nous avons quelque chose à vendre, parce que c'est cela surtout, lorsque vous voulez rentrer dans la grande nation, c'est qu'est-ce que vous pouvez apporter. C'est déjà ça, parce que ce n'est pas forcément que vous demandez aux autres qu'est-ce que vous avez à me donner, mais vous apportez ce que à apporter et les autres également voilà. Et donc une raffinerie, c'est beaucoup de choses, c'est surtout le pétrole, une raffinerie de pétrole, je veux dire, c'est d'abord ses dérivés, le gasoil, le fouel, les plastiques, etc. C'est énorme comme potentialité. Et là, c'est l'économie béninoise, c'est le PIB et tout ceci qui va régénérer et augmenter, en fait. Non, je l'ai déjà dit à l'entame de ma première intervention sur ce sujet que le plus grand bénéficiaire, c'est l'économie du Bénin. L'économie du Bénin. Je l'ai répété 3 fois pour ceux qui ont des idées tordues de travers. Je crois que c'est une plus-value pour l'économie. Est-ce qu'il y a des Béninois qui ne vont pas accepter non, pas des Béninois véritablement, parce que vous savez, ceux de la sous-région qui ne vont pas applaudir plus qu'on en parle, je crois que c'est le moment d'appeler nos concitoyens qui nous suivent en direct actuellement, de leur dire de ne pas regarder ce qui est fait sur le plan politique, de ne pas regarder les commentaires politiques qui sont effectués, mais de regarder autour d'elles, ces populations-là, qui regardent autour d'elles, ce qui se fait, l'amélioration de leur cadre de vie, les réformes qui sont prises depuis l'avènement
du régime actuel, comme l'a évoqué tout à l'heure mon vis-à-vis, comment on a pu gérer la crise liée à l'essence. La plupart des Béninois s'approvisionnaient autrefois au niveau de l'essence de contrebande. Quand il y a eu la hausse, la forte hausse du prix de l'essence de contrebande, les stations-service ont pu tenir le coup, ce qui n'était pas le cas par le passé. Elles étaient même quasiment inexistantes et même du tout inopérantes. Aujourd'hui, ils ont des stations-service qui sont opérantes 24/24. Moi, je vais au boulot tous les matins à 6h. À 5h30, il m'arrive des moments donné de m'arrêter à une station-service pour prendre le carburant. Je le vis. À un prix abordable, quand même abordable. Je le vis à un prix qui est pratiquement le même tout le temps, qui n'oxyde pas en dents de scie. Et donc, je puis vous dire que tout cela, c'est quand même des choses heureuses. Nous ne demandons pas à un gouvernement de venir pour faire mieux que cela, que d'améliorer les conditions de vie des populations, de permettre aux populations d'être de sentir beaucoup plus aisées. Et je crois que c'est ce qui est fait entre autres. Et de dire aux populations que ceux qui sont dans les commentaires, puisque moi, je suis journaliste, mais également très attentionné sur ce qui est dit sur les réseaux sociaux, tous ceux qui sont hors du pays, qui ne vivent pas le quotidien des Béninois, et qui pour la plupart du temps émettent des commentaires à l'encontre de la gouvernance actuelle, je tiens à rappeler aux populations que ils ne viendront pas faire mieux, qu'à mon avis, quand je vois ce qui est fait actuellement. On les voit un peu. D'autres parmi eux ont eu déjà à gérer le pays. Je pense qu'ils ne viendront pas faire mieux. Et donc, il faut permettre à ceux qui font déjà quelque chose de très bien de pouvoir poursuivre l'œuvre salvatrice entamée et de reconnaître que ce qui est fait, c'est quand même quelque chose pour une avancée. Il serait malhonnête de ne pas reconnaître parfois que de telles initiatives sont des initiatives salvatrices, mais d'être tout le temps dans la critique politique. Je parle de critique politique parce que tant qu'il y a déjà le mot politique, ça prouve que ce n'est pas un argumentaire qui est totalement objectif, mais un argumentaire beaucoup plus subjectif. Et donc, pour revenir à la question que vous m'avez posée, c'est bel et bien évidemment une plus-value pour l'économie béninoise. Ça permettra de pouvoir prendre beaucoup d'autres choses en charge et ça permettra au Bénin d'être beaucoup plus grandi, d'être beaucoup plus considéré parce que, vous savez, quand vous avez une raffinerie et que vous faites de telles activités, lorsque on s'assoit à des tables pour débattre de questions économiques, vous avez quand même la possibilité de lever le ton et de dire certaines choses qui vous engagent. Mais quand vous n'êtes pas dans cette démarche-là, vous ne pouvez pas opiner sur certaines choses parce que vous n'êtes pas puissant. Ça renforce la puissance du Bénin et je crois que ça va faire accourir d'autres investisseurs sur le territoire national. Absolument. Et je crois que cela améliore et lubrifie le climat des affaires au Bénin et nous ne pouvons que rendre grâce d'avoir cela et espérer que ce projet aboutisse comme cela a été conçu pour le bonheur des populations béninoises. C'est beaucoup plus pour elles que tout cela est fait pour le bonheur des populations béninoises. Vous comprenez la position de Kader et je l'entends moi. Vous savez, lorsque Kader dit que les Béninois dans l'ensemble, enfin quelques Béninois trouveront que c'est un projet de trop, qu'ils vous souviennent. Combien ne sont-ils pas à comprendre à se dire que cette affaire de Maria Greta, ça ne marchera jamais. C'est une comparaison. Oui. Mais ils vont dire que, et comme il l'a dit, lisez depuis hier, ils ont, enfin, pour les tests qui circulent, on n'a pas encore fini avec Maria Greta parce que depuis quelques jours, on a quelques coupures de ça et là, il passe, mais on n'a pas encore fini avec Maria Greta, on va ajouter encore une raffinerie. Mais c'est ça c'est ça le Béninois. Je ne comprends pas. Je n'ai toujours pas compris cette mentalité-là. Ils étaient incapables de faire fonctionner cette centrale thermique, alors qu'ils étaient incapables eux-mêmes de pouvoir opérer une révision constitutionnelle, alors qu'ils ont toujours mis le vœu pour des intérêts personnels, eux. Abdelkader, nous allons laisser Abdel. Non, il n'y a pas de loi. Donc moi, je comprends bien son inquiétude. Oui. Non, il faut faire comprendre aux Béninois que non, ça n'a rien de... Lorsque vous n'avez jamais expérimenté, vous ne pouvez pas vous mettre à opiner sur ça ou ça. Attention, ce dont il est question, c'est pour faire décoller davantage, c'est pour renforcer davantage l'économie béninoise et c'est pour hisser davantage le Bénin au rang des grandes nations. C'est très important. Qu'est-ce que nous perdons à véritablement expérimenter? Et le chef de l'État ne pourra pas, enfin, quel père de famille va se lancer dans des dépenses qui ne lui apporteraient rien? Je vais paraphraser les Saintes Écritures pour dire à quel fils demandera du poisson à son enfant et lui tendra un serpent. Je ne pense pas qu'un père pareil puisse exister. Donc on ne va pas engloutir des milliards dans la construction d'une raffinerie pour au finish n'obtenir que dalle. Très bien. Alors, ce ne serait pas... Pour finir, je dirais aux populations de rester confiantes parce que depuis l'avènement de ce régime, nous n'avons pas encore vu l'annonce d'un projet qui a été un éléphant mort, un éléphant blanc. Nous n'avons pas vu un lancement d'un projet qui a été effectué et que ce projet n'a pas connu
son terme. Je tiens à rappeler aux populations béninoises que la gestion du pouvoir d'État est véritablement complexe et que ce régime s'est aventuré sur des chantiers qui ont été longtemps très hargneux et épineux pour la plupart des régimes successifs du Bénin, comme le réaménagement de la carte universitaire, la désignation des préfets et chefs-lieux de département et autres. Je crois qu'il y a une avalanche de réformes politiques et institutionnelles qui ont été entreprises par ce régime, où la plupart des régimes qui sont succédés depuis 91 ont émis ce vœu, mais n'ont pas pu parce qu'il n'y avait pas de courage politique, parce qu'il n'y avait pas de détermination politique. Et donc, ce régime-là a pu le faire. Je crois que tout cela est à saluer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut beaucoup plus faire attention à ce que j'ai dit. J'ai fait observer que ce régime n'entame pas, ne parle pas pour parler. On le dit, on le fait. On joue l'acte à la parole. Et cela est véritablement quelque chose à saluer parce et à encourager. La plupart de ceux qui ont effectué le commentaire que Abel Dakoya a évoqué tout à l'heure sur les réseaux sociaux sont des personnes qui ont eu à gérer le pays pendant un certain nombre d'années. Je ne vais pas stigmatiser. Et nous avons vu de quoi ils sont capables. Nous avons vu pour le cas de Maria Gleta combien de fois il y a eu des actions purement médiatiques et propagandistes qui ont été effectuées. On a vu où on a laissé Maria Gleta. Reconnaissons au moins si en 4 ans cet exploit a été fait, il faut quand même saluer cela. Merci beaucoup Abdelkader. Nous allons mais ça fait preuve pratiquement à la fin de cette émission. Voilà. Merci d'être là. 4 de loge ne vous suffirait pas pour exposer. Merci beaucoup. Merci Abdelkader quand même. Merci d'être là. Je rappelle que vous êtes journaliste à Isaïe TV. Abel Dako, enseignant, écrivain, journaliste également. C'est avec vous que nous avons abordé ces 2 sujets. D'abord, la rencontre du chef de l'État avec les partis politiques. C'était hier une démarche inclusive, une démarche participative pour permettre aux partis politiques d'être au même diapason, d'accorder leur violon par rapport à ce qui est fait. Et puis nous avons également parlé de cette raffinerie qui sera bientôt installée. D'abord, la phase des études va démarrer très très prochainement ici. On a décidé le Conseil des ministres de ce mercredi 3 juillet 2020. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Le prochain rendez-vous, c'est pour demain. Le dernier rendez-vous le matin de la semaine, c'est pour demain, dès qu'il sera 6h30. Très bonne journée à vous tous.